Tin, 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 tin. Je pense qu'on va être en ligne et qu'on est déjà en ligne, les amis, ou dans peu de temps. Je vois apparaître les choses. C'est déjà un bon point. Ah ben voilà, je m'entends en plus, c'est merveilleux. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Bonjour, je ne sais pas si vous êtes là, moi je suis là dans tous les cas. Et si vous êtes là, commencez à vous manifester sur les pages Facebook de Cobuzz ainsi que de sonvideo.com. Salut à tous, salut Corentin, salut tout le monde. On va vivre une grande émission. Je suis absolument ravi de vous accueillir sur ce live. On va faire des choses encore plus extraordinaires que la semaine dernière, qui était déjà extraordinaire, avec un ingénieur du son et tout. Avant, on avait les gens de Focal, on avait quelqu'un d'Audirvana. Toutes les semaines, nous montons en puissance pour vous. Vous vous en rendez même pas compte. Mais on peut vous dire que toutes les semaines, on travaille pour vous proposer le meilleur contenu possible, imaginable. Donc, merci de nous retrouver. On est déjà directement nombreux. Donc, quand j'arrive à 100 personnes, 110 personnes, je vais vous donner un petit peu le sommaire de cette émission qui restera, je pense, une grande émission parce qu'on vous a récolté tout de même deux personnes de grand talent, vraiment de grand talent et que voilà, je vois que je suis extrêmement pixelisé pour une région que j'ignore complètement alors que j'ai un réseau de folie ce soir. Donc, ça va venir, ça va monter. Salut les amis, vous arrivez, on se fait des petits coucous comme ça. Je vais quand même vous donner un petit peu le sommaire de l'émission parce que c'est quand même super important que vous voyez exactement ce qui se passe avec le monsieur bronzé que vous avez actuellement à l'écran. On va répondre à quelques questions d'internet tout de suite puisqu'il y a des choses qui sont récurrentes et redondantes toutes les semaines. Donc il y a des trucs qu'il faut qu'on vous réponde parce qu'on se dit c'est plus possible. Figurez-vous que tout à l'heure à 18h45, vers 18h45, on ira voir quelqu'un qui s'appelle Marc. Alors Marc, moi je le connais puisque j'ai bossé avec lui. C'est un mec génial et d'autant plus génial que c'est le hasard en plus. Vous savez, c'est le hasard. C'est le rédacteur en chef de Cobuzz, une entité que je ne connais pas. Hein, donc je ne connais rien de Cobuzz. Donc Marc va nous parler tout à l'heure de ses coups de cœur musicaux. Et croyez-moi, Marc a une connaissance de la musique, moi qui m'épate à chaque fois. Je n'ai jamais réussi à le coincer. Est-ce que je réussirai tout à l'heure à le coincer dans ses coups de cœur musicaux? J'en sais rien du tout. Donc on passera comme ça 15 minutes, 20 minutes avec Marc. Il va nous parler donc de musique. C'est normal. Là, on essaie de construire une émission complète avec vous où on va parler donc de musique. On va parler tout à l'heure également à partir de 19h20. J'ai l'impression d'être en télé sur Canal quand je donne les horaires, mais enfin c'est comme ça. 19h20, on ira retrouver un monsieur qui est formidable, qui s'appelle Monsieur Le Porcher et qui travaille chez Ellipson. Ellipson, grande marque d'audio française. Et tout à l'heure, Monsieur Le Porcher va nous parler un petit peu de l'histoire d'Ellipson. Donc, ça va quand même pas manquer de talent. Il nous parlera en même temps de ses créations, puisqu'il est tout à fait intervenant sur certains types de créations. Il vous en parlera tout à l'heure autour de Ellipson. Donc, ça sera cool. On va comprendre également, parce que moi, j'ai besoin de le comprendre, pourquoi est-ce que Ellipson est justement un peu obsédé par ce que moi, j'ai appelé vulgairement la boulasse, c'est-à-dire en effet les ronds, les sphères, il y a toujours des raisons aux choses. Et tout à l'heure, j'aimerais en effet que tout aille bien et que Monsieur Le Porcher m'explique un petit peu tout ça au niveau du design, au niveau de la philosophie d'Ellipson. Alors là, dans 3-4 minutes, je vais regarder il y a plein de commentaires qui arrivent. Je ne peux pas toujours les voir en direct. Alors, il faut savoir un truc très important pendant ce live qui va durer jusqu'à 19h50 environ. Il faut savoir que je ne suis pas le seul à être intervenant sur ce live. Il y a des gens qui sont en coulisses, que je remercie beaucoup. Il y a Nicolas à la technique et il y a des gens qui sont des intervenants sur Cobuzz ainsi que sur sonvideo.com et qui vont répondre en même temps à vos questions dans le chat parce que je ne peux pas tout voir et je ne peux pas répondre à tout. Donc, il y a des gens qui vont donc me filer un coup de main par rapport à ça. Je vois que tout le monde arrive, me dit des coucous, bonjour, la communauté est là, je suis absolument ravi. Donc, je rappelle le sommaire rapidement avant de poser les premières questions parce que ça arrive de tous les côtés. Donc, vers 18h45, Marc va nous parler de musique, ce qui est normal ici avec Cobuzz, de musique et de ses coups de cœur musicaux Cobuzz. Après, il y aura Ellipson, on pourra parler un peu plus de matériel, donc de la partie sonvideo.com. Je rappelle un truc très important pendant ces lives. Ces lives sont réalisés comme dans les compagnies aériennes en joint en joint venture, en partenariat entre Cobuzz et sonvideo.com. Et moi, je suis là pour jouer le médiateur et pour animer ce qui est inanimable, c'est-à-dire des gens qui vont parler tout à l'heure, que je ne pourrais même pas couper en plus, ce qui va beaucoup me contrarier. Donc 18h45, Marc qui va nous parler un petit peu de musique. 19h20, on aura la parole qui sera donnée à Monsieur Le Porcher du groupe Ellipson, qui va nous parler un petit peu de tout ça. Donc je vais regarder un petit peu les questions parce qu'il y a des questions qui sont
qui sont redondantes. Alors, toutes les questions commerciales qui sont relatives, comme je peux voir, au déstockage de sonvideo.com ou aux histoires de rabais sur Cobuzz et autres sur la musique, ça faut voir ça avec eux. Je pense qu'ils vont pouvoir vous répondre sur ce qui se passe actuellement, parce que c'est vrai, à mon avis, il y a des opérations commerciales actuellement. Ben, c'est eux qui vont pouvoir vous répondre et pas moi. En effet, Ellipson, la passion du son, hein, mon cher Arnaud. On va regarder un petit peu les questions. Avant, salut les enfants, tout le monde dit salut. Salut la communauté, vous me saluez, mais il faut saluer tout le monde. C'est salut la communauté. Voilà, on est déjà plus de 130. On arrive en général à 200, 250, ce qui a fait qu'à la fin de l'émission, on aura quand même 1400, 1500 personnes qui sont passées sur ce live. Donc, nous, on est très, très contents. Et comme vous allez le voir dans cette émission, on a encore mis un level up par rapport à la semaine dernière. On a carrément maintenant 2 invités et des invités de marque. Et on fera encore ça la semaine prochaine, la semaine suivante, pour vous divertir, parce qu'on est là pour vous divertir, pour bien vous montrer qu'on est à vos côtés, qu'on ne s'arrête pas, qu'on est là pour vous apporter du bonheur et vous faire dépenser de l'argent surtout. Mais le but, avouez, c'est ça quand même quelque part, pour faire dépenser de l'argent. Alors, j'ai des questions redondantes auxquelles j'aimerais répondre maintenant. Je regarde les messages, ça me fait rire. Des questions redondantes auxquelles j'aimerais répondre maintenant, pendant que tout le monde se dit bonjour, bonjour, bisous, bisous. Il y a une question qui revient à chaque fois, toutes les semaines. Comment éduquer mon oreille pour avoir le meilleur son possible, pour profiter au maximum de mon matériel? Alors, on avait déjà une réponse formidable la semaine dernière avec l'ingénieur du son, qui a fait a priori la même école que moi, hein, sur la façon d'apprécier un son. C'est entre guillemets pas compliqué. Il faut s'imaginer qu'un morceau de musique, c'est une scène sonore, c'est-à-dire un truc où vous avez de l'espace devant vous. Quand vous avez un bon matériel, vous avez de l'espace. Il faut arriver, quand le son, entre guillemets, est bon, acceptable, que le fichier est bon, que votre matériel est bon, et essayer de détailler la taille de la scène sonore et essayer de repérer en même temps certains morceaux, la voix, la façon dont c'est mixé. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est mal mixé, vous n'y arriverez pas, mais avec un bon mixage, ce qu'il faut arriver à détecter, c'est cette, entre guillemets, je vais être vulgaire, cette putain de scène sonore avec les instruments qui sont, entre guillemets, assez distincts. C'est comme ça qu'on arrive à déjà détecter si son matériel est bon, si l'oreille peut être éduquée à ça. Il faut pas prendre le signal audio comme une sorte de gloubi-boulga, une sorte de pâté informe. Il faut essayer de détacher les choses et avoir sa scène sonore. Moi, j'ai commencé à apprendre comme ça. J'ai commencé à apprendre donc mon métier avec un patron qui était en même temps mon prof et qui me plaçait entre 2 enceintes et qui me dit fermez les yeux, essayez d'imaginer la scène sonore, et essayez de voir un peu où sont les choses et apprenez, que vos oreilles apprennent où se trouve la scène sonore, quelle dimension elle a. Voilà, déjà. Et plus la dimension est large, plus en général, le matériel est capable de passer des choses. Une scène sonore qui est minuscule, c'est soit le fichier de base, soit que votre matos, ça va pas du tout. Donc, l'idée de prendre des baladeurs pour avoir ce qu'on appelle une grande diaphonie, donc une scène sonore qui est très large, pour avoir des choses comme ça. Voilà. C'est une façon de vous répondre comme je peux, parce que la question arrive souvent sur comment éduquer son oreille. Et comment éduquer son oreille, le truc qui est fou, c'est que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous ferez attention au son, vous allez vous rendre compte que votre oreille va apprendre à détecter des choses. C'est ça qui est important. On ne naît pas NAIT, on ne naît pas avec une acuité qui permet d'avoir, en effet, cognitivement parlant, l'accès à toutes les fréquences, les machins. Il faut apprendre à écouter. C'est pas uniquement écouter, il faut apprendre à le faire. Et ça s'apprend. Il y a des écoles pour ça, il y a les ingénieurs du son, l'électroacoustique, mais je peux vous garantir que c'est pas compliqué. Il faut prendre le temps et écouter les fichiers avec attention. Mais les bons fichiers, n'essayez pas d'apprendre sur un morceau qui est complètement gloubi-boulga. Donc c'est un truc absolument étonnant. Pendant que vous me parlez, vous me posez des questions sur l'enceinte de Vialet et autres. On reviendra sur de Vialet et des tas de trucs comme ça. Mais par contre, j'ai des gens qui répondent par rapport à ce que j'ai dit. Ça me fait super plaisir. Et je salue en même temps Benoît qui est arrivé. La spatialisation des divers instruments. On me parle de clips, on me parle en même temps de certaines marques. C'est vrai que ce qui compte, c'est qu'un bon fichier, de spatialiser les instruments, la scène sonore. C'est par là que commence l'éducation d'une écoute. Voilà. Ne pas prendre le signal audio comme un acquis. Essayer de voir ce qu'il y a dedans. Moi, c'est mon job parce que voilà, ça fait des années que je fais ça. J'ai des potes ingénieurs du son qui font ça. Quand je teste des intras, quand je teste un baladeur, quand je teste des casques ou un système audio, je me contente pas de prendre un morceau de oh, c'est le morceau. Non, je m'assois, j'écoute, j'essaie de spatialiser, de prendre la spatialisation, où sont les choses et elles sont où et avec quelle fréquence. Est-ce qu'il y a la définition, est-ce que la dynamique est écrasée, est-ce que j'ai du détail dans l'aigu, est-ce que la voix est centrée, si elle est enregistrée comme ça. Voilà, tout ça, c'est apprendre à éduquer l'oreille. Je ne vous mens pas, moi j'ai mis 2 ans à apprendre parce que j'ai eu des bons profs et on m'a fait prendre mon temps. Après, c'est pas une question de l'oreille qui vieillit ou de l'âge, c'est que quand on apprend à écouter un son,
on l'apprend à vie. C'est-à-dire quelle que soit ton audition qui, en vieillissant, se modifie dans une partie du spectre, tu gardes quelque chose qui te sert. Voilà, je suis désolé pour le retour image que j'ai parce que j'ai l'impression que je suis tout pixelisé, alors que moi, j'ai un retour image formidable. C'est honteux. C'est honteux. Dans 3 minutes, on va laisser la parole justement à Marc, qui lui ne sera pas honteux et qui va nous parler un petit peu de ses coups de cœur musique, puisque Marc est le rédacteur en chef de Cobuzz. Donc ça tombe bien, j'ai sous les yeux ces 3 coups de cœur, je suis d'accord sur 2, et le troisième, comme je ne sais pas ce que c'est, ça va être délicieux, étant donné que je n'y connais, connais pas ce qu'il va nous présenter. Et c'est ça qui va être bien, parce que Marc a toujours des tas de trucs qu'il peut faire, qu'il sait faire, et voilà. Donc on va le prendre dans quelques instants. Il faut savoir que tout à l'heure, je répondrai donc à une autre question après Marc. J'ai des questions sur comment profiter pleinement de ma musique en mobilité. Ça revient à chaque fois, la mobilité, comment est-ce qu'on fait quand on est dehors? Alors, le problème, c'est qu'il y a dehors avec du bruit autour, et il y a dehors dans un parc avec personne. C'est déjà 2 choses différentes. Donc, on abordera les 2 façons d'écouter de la musique correctement à l'extérieur de chez soi, ou même chez soi. On peut prendre des casques fermés chez soi, qu'on ne peut pas prendre à l'extérieur. Et je répondrai également après Marc à une question sur le casque studio. Est-il préférable à un casque hi-fi, un casque libellé hi-fi? Donc, c'est des questions que vous vous posez à chaque fois, et on trouvera des thématiques comme ça à chaque session pour répondre à toutes vos questions. Et en même temps que je parle, et c'est vrai que je parle beaucoup, sachez qu'il y a des gens chez sonvideo.com, il y a des gens chez Cobuzz qui vous répondent en même temps dans le chat. Et on va, dans 1 minute, récupérer Marc qui va nous partager. Oh là là, je réponds à des questions en même temps. Les baladeurs audiophiles, on viendra à tout à l'heure après Marc, les baladeurs audiophiles. Donc moi j'ai une connexion qui ici est bonne, hein. C'est ça qui est curieux, c'est que moi j'ai une connexion 4G avec toutes les barres et tout, et après ça monte, ça descend. Alors je tiens à dire un truc tout de suite concernant la connexion. Plusieurs personnes actuellement, comme moi, sont tributaires de la 4G. Je n'ai plus la fibre parce qu'elle est en panne. Il faut savoir que vous allez avoir des hoquets de connexion, donc des hauts et des bas. Actuellement, c'est le lot commun de tous les médias. Je bosse également dans d'autres médias qui ont exactement le même problème. On est plus ou moins tributaire des niveaux de la 4G. Donc, vous allez avoir des pixels, pas des pixels. Nous vous présentons nos excuses pour ça, mais moi, c'est un truc qu'on ne peut pas gérer actuellement, surtout à partir de 18h et 19h et 20h, avec justement les pics de data, et c'est très compliqué pour nous de gérer ça, et on ne peut pas le faire. On essaiera de maintenir le flux de la connexion comme on peut, mais nous ne sommes pas magiciens, mais petits loulous. Marc, est-ce que tu m'entends? Marc, ouais, salut Pépé, je t'entends. Salut Marc, je suis très content que tu sois là. Tu m'entends? Moi je t'entends un petit peu. C'est un plaisir de venir dans ton... Tu m'entends bien? Moi je t'entends un petit peu haché, mais je ne sais pas ce que les autres entendent. Je ne sais pas ce que les autres entendent. J'arrive pas à savoir. Moi je n'ai plus de retour de Marc. J'espère. Je n'ai plus de retour de Marc. Je vois Marc qui se fige, et personnellement je n'ai pas le retour image. Je n'ai pas le retour son. Donc est-ce que quelqu'un en régie peut me dire si c'est moi ou est-ce que c'est tout simplement Marc? Et là c'est bon, tu m'entends? Moi je t'entends. Pas du tout si on m'entend. Moi je t'entends très bien. C'est parfait. Donc Marc, tu es le rédacteur en chef. Okay. Moi je pense que Marc est entièrement haché. Moi j'ai un retour haché de Marc. Est-ce que les petits... Allô? Ouais. Marc, si tu peux envoyer ta chronique, tu es le rédacteur en chef de Cobuzz et tu as des disques coups de cœur toutes les semaines qui sortent en général demain, je pense, si ma mémoire est bonne. Et donc, tu as les 3 coups de cœur de l'homme que tu es, l'homme de goût et de bon goût. Tu peux nous en parler, s'il te plaît, Marc? Ouais, en fait, c'est-à-dire que chez Cobuzz, c'est vrai qu'on parle de son, mais il y a effectivement toute une partie éditoriale dont je m'occupe. Chaque semaine, on choisit des albums de la semaine, des rééditions de la semaine, des Cobuzzissimes. Ça, c'est ce dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais à côté de ça, il y a effectivement beaucoup de choses. C'est-à-dire que tous les albums qu'on met en avant sur notre application, sur le site, ont des chroniques. C'est des chroniques qui sont faites par une équipe éditoriale de chez Cobuzz. C'est pas des choses que vous pouvez trouver ailleurs. On a également des grands angles. Alors, les grands angles, c'est un peu l'équivalent des dossiers. Donc, on vous raconte un peu l'histoire de la musique. Donc, c'est des dossiers aussi bien sur des sujets contemporains que sur des sujets un petit peu plus d'archives. Là, par exemple, vous pouvez voir à l'écran, il y a un dossier qui vient de sortir sur les dernières années de Bob Marley, à partir du moment où il s'est vraiment engagé, où il a nettement plus milité. Donc, c'est ce genre de dossier qu'on vous propose sur Cobuzz, qu'on habille en plus avec des players. Donc, c'est vraiment pour avoir une expérience, j'allais dire, éditoriale, musicale totale. Vous écoutez de la musique et en même temps, vous apprenez des choses, on vous raconte des choses. C'est la même chose pour les playlists. On essaye vraiment de faire des playlists, j'allais dire, à la main, élevées en plein air et bio. Les algorithmes, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que
quand il y a des humains derrière et des spécialistes, et on a toute une équipe de spécialistes dans tous les genres, c'est encore mieux. Donc voilà ce dont je m'occupe chez Cobuzz. Et donc, quand on parle de sélection, chez Cobuzz, on a notamment, la première chose dont je vais vous parler, ce qu'on appelle les Cobuzzissimes. Alors, les Cobuzzissimes, c'est simple, c'est une récompense qu'on donne, il y en a toutes les semaines, tous les 15 jours, un premier ou un deuxième album. C'est vraiment pour essayer de faire découvrir un jeune talent, un jeune groupe. Parfois, certains commencent à être un petit peu connus. Parfois, ça peut être aussi des projets atypiques, et c'est le cas justement cette semaine du Cobuzissime qui sort demain vendredi, et que vous pourrez soit streamer sur Cobuzz, soit même le télécharger en RS 24 bits. C'est un tandem anglais qui s'appelle Tom Misch et Youssef Dayes. Ce sont deux jeunes musiciens anglais qui ont déjà sorti des albums chacun de leur côté, qui ont un peu réuni leur force sur ce disque qui s'appelle What Kind of Music et qui sort sur Blue Note, label de jazz. Sauf que là, c'est un jazz un petit peu atypique. Ceux qui suivent un peu l'actualité du jazz britannique savent qu'il y a une scène actuellement vraiment totalement délirante, avec un jazz nettement, enfin assez pluriel, avec des effluves de grime, de hip-hop, de musique caribéenne, etc. Et donc, Tom Misch avait sorti un album solo il y a quelques années, il y a 2 ans, qu'il faisait un peu passer pour un Jamiroquai 2.0. Youssef Dayes, lui, fait partie notamment de plusieurs projets. Il fait partie notamment d'un groupe qui s'appelle Youssef Kamal. Là, c'est du jazz un peu plus expérimental, mais très, très groovy. Et donc, ils ont sorti tous les deux cet album ensemble, qui est vraiment un mélange assez fascinant de groove, de jazz, mais vraiment de jazz contemporain. Parfois, ça flirte avec la soul et le funk. Il y a même 2 invités, notamment il y a Freddie Gibbs, qui est un super rappeur underground américain sur un titre, et également Rocco Palladino. Alors peut-être que Pépé, ça te dira quelque chose, ce nom de Palladino, c'est le fils de Pino Palladino, ce grand bassiste gallois et pas italien comme certains le pensent, qui était un musicien de session, qui a vraiment travaillé pour des tonnes de musiciens. Donc Rocco Palladino, son fils, effectivement, est sur cet album, donc on a sacré Cobuzissime. Ça, c'est notre premier coup de cœur de la semaine. À côté de ça, on a les albums de la semaine. Donc, comme je vous disais, l'album de la semaine, chaque semaine, puisque les albums sortent le vendredi, on donne un petit coup de zoom sur un album. Parfois, ça peut être celui d'un artiste assez connu, parfois moins connu. Là, il s'agit de Rhône. Alors, ceux qui s'intéressent un peu à l'électro connaissent Rhône. Rhône est alors c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire le jeune petit savant fou, sauf que le jeune petit savant fou, il va bientôt avoir 40 ans, je crois dans 2 mois, donc il n'est plus si jeune que ça. Mais bon, il est toujours aussi talentueux. Et là, en fait, Rhône, son nouveau projet est assez atypique, puisque c'est de la musique en fait qu'il a composée pour un spectacle qu'il a monté notamment avec un collectif qui s'appelle La Horde, qui est un collectif qui mélange de la danse, des happenings, ce sont des plasticiens également. Ils sont actuellement à la tête du Ballet National de Marseille, et donc il y a eu ce spectacle qui a été donné au théâtre du Châtelet. C'est lui qui a fait la bande-son, mais évidemment, l'album peut tout à fait s'écouter. Il s'appelle Room with a View. Il peut évidemment tout à fait s'écouter sans avoir le spectacle, parce que Rhône revient vraiment à une électro très très cinématographique, totalement vraiment assez éloigné, on pourrait dire, des dance floors. C'est vraiment un architecte sonore. C'est également une électro un peu engagée. Il y a des extraits, pour ceux qui l'écouteront, vous verrez, il y a des extraits de débat dessus. C'est plutôt assez fascinant. Mais en tout cas, voilà, c'est bien si vous allez voir ou si vous avez vu le spectacle au théâtre du Châtelet. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais peut-être que ce spectacle tournera dans d'autres villes de France. Mais c'est aussi très bien pour écouter cet album de la semaine, indépendamment de ces images. Et la dernière sélection de la semaine. Oui. Je t'arrête, mais c'est pas la première fois que Ron fait un truc, soit pour une musique de film, soit pour un spectacle. C'est pas la première fois. Tout à fait. Non, tout à fait, tu as bien raison. En fait, c'est vrai que c'est un artiste électro qui a toujours collaboré avec beaucoup de monde, et des plasticiens, des chorégraphes, des musiques de films, tout à fait. Sur ses derniers albums, il avait même invité d'autres musiciens. Il y avait le violoncelliste Gaspard Claus, il y avait notamment François de François and the Atlas Mountain. Et il a effectivement traité les albums. J'adore. Le mec est super créatif, je trouve ça fabuleux, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que là, c'est assez intéressant parce que finalement, après 2 albums sur lesquels ses invités étaient très, très mis en avant, là, il revient vraiment à des choses, je trouve, nettement plus personnelles, mais vraiment fascinant et vraiment sublime. Je le conseille évidemment, ceux qui suivent l'électro connaisseront et vont l'écouter, mais ceux qui peuvent parfois être un peu réticents par rapport à l'électro, même si c'est un terme, musique électronique très, très vaste qui intègre des genres vraiment et des sous-genres multiples, vraiment, je le recommande à toute personne ouverte, on va dire, musicalement d'esprit. Et alors, pour conclure la sélection de la semaine, alors là, c'est un grand classique. Prends ton temps, tu as du temps. Parle de musique, on adore. Vas-y, parle-nous de ce que tu aimes. Alors, ce que j'aime, par exemple, c'est enfin, on pourrait dire, un grand chef-d'œuvre de l'histoire du hip-hop. C'est le premier album solo de Dr. Dre, The Chronic, qui, c'était incroyable, mais était indisponible
en digital, c'est-à-dire ni en streaming ni en téléchargement. Dre avait toujours refusé de le rendre disponible et il vient de sortir il y a quelques jours, enfin, donc on peut non seulement le streamer, on peut le télécharger en iOS 24 bits. Alors évidemment, The Chronic, c'est un album mythique, j'allais dire, pour de multiples raisons. C'est un album sorti fin 92. Et il faut penser qu'à l'époque, fin 92, le hip-hop aux États-Unis était vraiment fragmenté. C'était un peu la guerre entre la West Coast et l'East Coast. New York, qui est de se voyait un petit peu comme le parent, on va dire, le père du hip-hop, proposait du hip-hop très engagé avec Public Enemy par exemple, ou des choses un peu plus abstraites et décalées avec des groupes comme Tribe Called Quest et de la soul. Et sur la côte ouest, donc notamment à Los Angeles et dans les banlieues de Los Angeles, là c'était la guerre des gangs entre les Crips et les Bloods. Et la BO en fait de ces affrontements, c'était le gangsta rap. Et qui dit gangsta rap évidemment dit NWA, qui était le groupe, le super groupe dans lequel il y avait Dr. Dre, il y avait également Eazy-E, il y avait également Ice Cube, MC Ren et DJ Yella. Et en fait, quand Dr. Dre sort cet album solo fin 92, il ne va pas choisir l'un de ses styles, il va inventer un nouveau style qui est le G-Funk. C'est-à-dire qu'il va insuffler énormément de funk la fin des années 70, du début des années 80 dans le hip-hop. On va donc avoir un hip-hop qui est très laid-back, qui est très lancinant, très très funky. Il y a énormément de samples piqués à toute la galaxie P-Funk de George Clinton, c'est-à-dire des samples de Funkadelic, de Parliament. Il va aussi prendre des sons des Ohio Players. Et donc, on a vraiment un hip-hop très, 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 très groovy, très smooth. Les paroles, par contre, sont toujours aussi hardcore. Hein. C'est un peu quand même, on est vraiment dans du gangsta rap au niveau des paroles. On parle aussi beaucoup de fumette, puisque The Chronic, évidemment, c'est une allusion à la marijuana. Le logo, en fait, même de la pochette, c'est un pastiche du papier à rouler zigzag. Donc, c'est assez clair sur les intentions de Dr. Dre. Mais en fait, même si cet album The Chronic ne porte que le nom de Dr. Dre, il devrait aussi porter un autre nom, qui est celui d'un jeune type à l'époque, qui avait juste 20 ans, qui venait pas de Compton comme Dr. Dre, mais de Long Beach, et qui s'appelait Calvin Brodus Jr., et qu'on connaît sous le nom de Snoop Dogg. À l'époque, c'était Snoop Doggy Dogg. Et donc Snoop Dogg, évidemment, il rappe sur quasiment 3/4 des morceaux de ce grand chef-d'œuvre. Et c'est assez fascinant de le réécouter aujourd'hui, donc il est sorti quand même en 92, de se rendre compte que finalement cet album, ce chef-d'œuvre, a vraiment pas pris une ride. Il a influencé des hordes d'autres rappeurs. Il y a des sonorités qu'on continue évidemment à retrouver. Je suis sûr que Pépé, c'est un album qui doit bien tourner chez toi. Ah bah oui, de toute façon, n'importe comment. Moi, j'étais fan dès le début. J'ai jamais compris pourquoi Dr. Dre n'a jamais mis cet album en numérique, veut dire sur les plateformes. J'ai jamais pigé, quoi. Et il y a plein de trucs comme ça où j'ai pas pigé pourquoi les trucs sont arrivés si tard que ça. Il doit y avoir des raisons, je sais pas, financières ou En toi, fait, il y tu es avait dans le certains. business, ça part. C'est assez intéressant. Enfin, la question que tu poses est intéressante parce qu'effectivement, maintenant, il y a par contre certains groupes. Je peux prendre l'exemple d'ACDC, par exemple, dont tous les albums sont désormais disponibles en streaming. Oui, mais combien de temps ça a mis? Alors, en fait, non, mais la raison en fait, pour laquelle ACDC au début refusait, c'est qu'ACDC n'acceptait de mettre ses albums disponibles sur les plateformes que si les gens les téléchargeaient ou uniquement en entier. C'est-à-dire que ACDC partait du principe que les albums avaient été conçus comme des entités avec un début, un milieu, une fin, et il ne voulait pas que les gens picorent, téléchargent un morceau par-ci, un morceau par-là. Donc au début, ACDC, ce qui peut se comprendre complètement. C'est-à-dire qu'ils partaient du principe qu'ils avaient été conçus au début comme ça, et quand on achetait des vinyles ou des CD, on ne découpait pas avec des ciseaux la partie qui vous intéressait. Bon, depuis, évidemment, ils ont changé d'avis. Je pense que le tiroir caisse a aidé effectivement à les faire changer d'avis. Et résultat, aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins, on va dire, de grands classiques qui sont plus disponibles sur les plateformes de streaming ou même en téléchargement. Donc oui, je vous recommande vraiment de réécouter The Chronic. Évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, ces 3 albums sont disponibles sur Qobuz en RS 24 bits. Ils sont éditorialisés, puisque comme je vous l'expliquais au début, il y a des chroniques sur tous ces albums. C'est vraiment notre équipe éditoriale qui rédige tous ces textes. Mais justement, par rapport à tout ce que tu dis, le fait qu'en effet, quand il concevait un album, c'est de A à Z, il n'est pas coupé par petits morceaux. Moi, je pense à des groupes comme Pink Floyd qui pourraient dire la même chose, où il y a vraiment un concept sur les albums de Pink Floyd. Ils n'imaginaient peut-être pas télécharger la piste 1 et pas la 3 ou un truc comme ça. Tu vois, je pense que c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, le Floyd a été aussi un groupe qui a été assez réticent au début au digital et n'a pas Voilà. lâché ses albums tout de suite. C'est comme ça que je le pense. C'est ça que je le ressens également, puisque moi, je suis un amoureux de musique. Tu sais très très bien que moi, je suis client de Qobuz et j'ai travaillé en plus à vos côtés. Et c'est un truc, je comprends certains artistes et qu'ils n'aient pas voulu découper leur œuvre. Si tu veux, c'est des trucs, même les albums de Bowie, certains sont conçus comme de véritables bouquins qu'il faut lire du début à la fin. Et je comprends leur réticence. Mais à un moment donné, il faut quand même réussir à plaire aux gens et pouvoir proposer des morceaux. Je crois qu'à un moment donné, le tiroir caisse, comme tu dis,
a dû l'emporter. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant de voir les personnes qui ont connu les albums entiers à leur sortie, qui n'étaient disponibles qu'en CD ou en vinyle, ont une approche effectivement de ces albums différente de ceux qui les ont découverts à partir de la dématérialisation. C'est effectivement qui est totalement différente. Aujourd'hui, si je parle d'un album à quelqu'un qui ne connaît pas, il pourra très bien commencer par le début, mais évidemment, commencer par la piste numéro 3, la 4, n'en écouter que 2, etc. Et je pense que même l'avènement de la playlist a aussi totalement changé. Alors, on pourrait dire qu'autrefois, on avait les cassettes. Quand on faisait les cassettes, on faisait nous-mêmes des cassettes, des compilations. Ensuite, il y a eu les CD gravés, etc. Donc, toute l'histoire, on va dire, des différents supports a eu finalement, je pense, un impact sur la création. Et je pense que c'est pareil pour le vinyle. On connaissait le premier morceau de la première face, mais on connaissait aussi le premier morceau de la deuxième face. Le CD, déjà, a enlevé cette notion. Donc, c'est vrai que j'allais dire la technique, la technologie a fait totalement changer l'approche de la musique. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Pourquoi les chansons, par exemple, au début de la musique enregistrée, ne faisaient que 2-3 minutes? Parce que c'était la durée maximum des rouleaux sur les pianos mécaniques. Et c'est ce qui a fait qu'on ne pouvait pas mettre plus que 3 minutes. Donc, les gens devaient faire des chansons de 3 minutes. Donc, c'est intéressant de... 30 minutes sur le vinyle, 30 minutes, 2 fois 30 minutes, c'est 1 heure maximum. Et encore, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, en numérique, tu te permets ce que tu veux, puisque tu peux faire ce que tu veux, exactement. Et c'est d'ailleurs, au moment. voilà, Oui. c'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas encore de gros artistes, on pourrait dire, qui soient amusés finalement à faire un album je sais pas, de 14 heures de musique, puisque finalement, c'est possible. Ouais, mais tu vois, moi, je regrette justement un homme comme Prince ou autre. Je pense que Prince aurait peut-être été capable de faire un truc comme ça, de très longue durée, pas 14 heures, mais un truc, ou des groupes comme Radiohead. Je suis persuadé que dans leur tête, ils auraient pu faire ça. Ou Moby, qui a fait des tentatives comme ça sur des trucs qui étaient vraiment très planants sur 3, 4, 5, 6 heures. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses quand on parle de musique. Là, bien sûr, tout à fait. Non, non, c'est complètement vrai. Mais je pense qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire. Et la dématérialisation de la musique fait appréhender non seulement la nouveauté, mais surtout, j'allais dire, le passé, l'histoire de la musique. C'est vrai que chez Cobuzz, on ne se concentre pas uniquement sur les nouveautés. Nos abonnés sont très friands effectivement des rééditions, surtout quand ce sont des albums qui sont disponibles pour la première fois en 24 bits. C'est vrai qu'on a énormément de diggers qui viennent chez nous et qui nous disent tiens voilà ce grand classique, ou même parfois cette pépite obscure, pourquoi elle n'est pas disponible en 24 bits? Ça évidemment, c'est pas nous qui décidons, puisque ce sont les labels et les artistes eux-mêmes qui décident de faire une nouvelle extraction et donc de sortir enfin les fichiers. Et c'est le cas justement avec cet album de Dr. Dre. Bon. Il y a des questions qui fusent, mais il y a toujours la même qui revient, puisque toi, tu es au cœur de la musique, tu es le cœur, tu es un rédacteur en chef de Cobuzz. Les gens demandent sur quoi tu écoutes la musique, toi, au bureau. Tu es super équipé, chez toi, ça te suit, ou voilà, qu'est-ce que tu utilises pour écouter la musique? C'est une question piège ou pas? Non, non, c'est pas piège du tout. Je vais dire, évidemment, c'est pour que le proverbe les cordonniers sont les plus mal chaussés puisse continuer à exister. J'ai un vieux DAC New Force sur lequel j'écoute la musique. C'est vrai qu'effectivement, moi, je serais presque déformé, c'est-à-dire que j'écoute la musique avant d'écouter le son, même si les deux ne sont pas évidemment incompatibles. Heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tous là. Pile poil le contraire. Voilà, exactement, c'est pour ça qu'on est tous là. Et après, chez moi, j'écoute. Alors moi, je suis en fait assez multi-support, c'est-à-dire que j'écoute aussi bien du vinyle que du CD, que je stream également. Voilà, j'ai une paire d'enceintes Davis que j'ai quasiment depuis, je crois peut-être pas loin d'une 8-10 ans. C'est français, hein? Tient toujours la route. Bah, c'est pour ça, je dis Davis, je crois qu'ils sont à 3 dans la ville de Troyes, oui, je crois. tout à fait. Ouais. C'est des marques françaises comme Ellipson, comme Focal. C'est des marques qu'on aime bien parce que c'est méchant de dire le terroir, mais c'est un peu ça. C'est le terroir de l'audiophilie en France, comme Cabas, ces gens-là qui font des choses pour la musique. Et je devais justement faire un reportage chez Davis, mais malheureusement, tu sais, avec ce qui se passe, on va reporter ça un peu plus tard. Ils sont adorables en plus. Et c'est une marque qui mérite également un coup de projecteur pour leur filer un coup de main. Et de toute façon, qu'on soit clair, on aura tous quelque part un rôle quand les choses iront mieux pour justement aider et les artistes et aider les gens qui font du matériel. Je crois qu'on aura aussi un rôle d'entertainment autour de ça, je pense. Non, évidemment, c'est clair. Voilà. En tout cas, je vous recommande pour les abonnés, c'est qu'ils suivent Cobuzz, parce que c'est vrai que c'est souvent, on a toujours tendance à parler de Cobuzz avant tout pour le son, mais voilà, je pense que pour la musique, on est vraiment aussi différent que les autres. Évidemment, quand on veut trouver les gros blockbusters qu'il y a sur les autres plateformes, on les trouve, mais on est toujours là aussi chez Cobuzz pour vous parler de la nouveauté, du nouveau groupe, que ce soit en électro, que ce soit en jazz, que ce soit en classique, dans tous les styles, en métal, etc. Vraiment pour les mettre en avant et d'essayer de se différencier. Et c'est quelque chose qui est vraiment important chez Cobuzz.
Donc, si je te dis que vous êtes des magasiniers, tu le prends mal ou pas? Parce qu'il y a quand même une Non, notion service client, des magasiniers de la musique, ce qu'il ouais, n'y a pas toujours moi, sur les autres plateformes. Ça, je dis sincèrement. moi, je dirais un peu, même c'est presque un magasin au sens disquaire. C'est-à-dire qu'on a un peu ce côté, quand on est habitué d'un disquaire qui vous connaît, qui connaît vos goûts, vous allez chez lui, il sait que vous aimez ça, il va vous faire ses petites recommandations. Donc évidemment, chez le disquaire, vous trouverez toutes les grosses nouveautés, mais il aura aussi à côté une pile avec ses petits coups de cœur, les albums peut-être moins connus. Et je pense qu'on a un petit peu effectivement ce côté-là, quoi. Mais moi, j'ai joué l'avocat du diable parce que, étant donné que je suis client et que j'écoute aussi beaucoup autour de moi tous les gens qui me parlent de Cobuzz, qu'est-ce que toi, tu aurais à répondre? Tu n'es pas obligé de répondre maintenant si tu veux qu'on réponde la semaine prochaine. À tous les gens qui disent que le catalogue Cobuzz, par exemple, on ne trouve pas tout ce qu'on veut au niveau de certains types de musique, la dance, la trance, l'électro. C'est quand même plus limité que les autres plateformes. Qu'est-ce que toi, tu as à répondre en tant que rédacteur en chef à ça? C'est vrai que, bah, comme on sait, enfin, les gens, on est plus le petit poucet. On n'a pas la force de frappe d'un Deezer, d'un Spotify, d'un Apple. Donc, on a une petite équipe, effectivement. Donc, on signe des catalogues. Tous les jours, il y a des nouveaux catalogues qui arrivent. Donc, évidemment, il y a toujours, et notamment, effectivement, les spécialistes qui vont chercher, qui vont diguer des raretés. Parfois, nous envoient des mails en nous disant, je comprends pas, j'ai pas trouvé ci, j'ai pas trouvé ça. Mais il faut savoir que quotidiennement, chaque semaine, il y a des nouveaux catalogues qui arrivent. On a de plus en plus bouché les trous. On a vraiment des catalogues spé, même dans des genres comme l'électro. C'est d'ailleurs intéressant de parler d'électro parce que quand Cobuzz a été lancé au début, on ne trouvait que du classique et du jazz. Ah, mais Et les gens je le pensaient sais. que. Pardon? Je le sais, tu avais quelqu'un qui voulait absolument acheter des trucs et je suis désolé, mais la musique classique, je n'ai pas été formé pour et j'ai eu du mal à trouver des choses et j'ai attendu un sacré moment avant de commencer à devenir client de Cobuzz, je te l'avoue, hein. Non, non, mais je comprends. Mais ce que je voulais juste te dire, c'est qu'en fait, les premiers labels qui nous ont contactés en nous disant vous faites du 24 bits, ça nous intéresse, c'est les labels d'électro, justement. Après le classique et le jazz. Tout le monde pensait que Cobos serait réservé qu'à ces deux catégories musicales. Et en fait, non, les premiers D'accord. labels, vraiment, les labels électro. En tout cas, pour rassurer ceux qui, effectivement, trouvent régulièrement parfois des albums manquants, on bouche les trous. Et chaque semaine, il faut savoir qu'il y a des nouveaux labels qui arrivent. Des petits labels, des plus gros labels, etc. On a les grands labels, on les a tous de toute façon maintenant. Mais voilà. Après, on essaye aussi d'éduquer ces labels à nous envoyer des 24 bits, ce qu'ils ne font pas tous, mais ce qu'ils font de plus en plus. D'accord, mais écoute Marc, tu vois, on a fait 20 minutes avec toi, c'est passionnant. Est-ce que tu peux nous donner une indication peut-être, parce que la semaine prochaine tu seras là avec nous pour présenter tes coups de cœur, musique, est-ce que tu as une petite indication de ce qui devrait sortir, pas demain Non, donc, mais le vendredi suivant? non, je peux pas trop vous le dire. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'effectivement, avec le confinement, on a eu quasiment 80% des albums qui étaient prévus au mois de mai qui ont été reportés. Donc ça, c'est une Je le sais. information intéressante. Il y a énormément d'albums qui sont reportés soit en juin, soit en juillet, voire même en septembre. À la Donc, rentrée, oui, j'ai des alors, listes à la tout à rentrée. fait. Mais il reste encore des choses. La preuve, là, les trois albums dont je vous ai parlé aujourd'hui sont quand même des grosses pointures. Ce ne sont pas juste des albums anecdotiques, loin de là. Et vous verrez la semaine prochaine aussi, je vous parlerai d'albums qui ne seront pas anecdotiques non plus. D'accord. Il y aura des questions que je vais prendre en note parce que je pense que là, tout le monde les regarde dans le chat. Il y a des questions sur le groupe Toto en 24 bits. Il y a plein de trucs qui arrivent. L'album de Lady Gaga qui a été reporté, qui était évidemment attendu. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent actuellement. Il faut comprendre ce qui se passe dans le monde et les artistes ne peuvent pas faire de promotion actuellement, donc ne lancent pas les albums tout simplement. Ils sont faits, les albums, Exact. et on ne peut pas donc les mettre en ligne. Exactement, c'est pour ça ils préfèrent effectivement, ils veulent bénéficier de toute la promotion qui va autour de la Voilà. sortie et ils préfèrent tout à fait reporter d'un mois ou deux, ce qui ne changera pas grand-chose pour leur carrière. Finalement. Et au contraire, voilà, donc résultat. Et c'est pour ça que je pense que parfois certains albums, justement, parfois peut-être un peu plus spé, ont des cartes à jouer. Quand je vous ai parlé de notre cobuzissime Tom Misch et Youssef Dies, c'est l'exemple parfait. Je pense que c'est une bonne chose de le sortir en ce moment parce que les gens continuent à écouter de la musique, on peut vous le dire, chez Cobuzz, Oui, le complètement. streaming se porte plutôt bien pendant cette période de confinement et le téléchargement aussi. Et Ron, dont je suis vraiment très fan, et j'ai écouté l'album hier soir, vous avez levé la gentillesse de me l'avoir envoyé. Je suis toujours autant fan des mélanges des genres avec Ron, et je conseille les gens, personnellement, hein, c'est mon goût personnel, s'ils peuvent jeter un coup d'œil sur les albums précédents, qui sont à la fois planants, qui sont à la fois un peu électro, ils font de tout, quoi. C'est un mélange de genres, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, je voulais te le dire, Marc, et bon, je te remercie beaucoup pour ta chronique. C'est une bouffée d'air frais, et Ben non, mais la semaine prochaine, je compte sur toi pour venir avec 3 albums absolument dingues. Donc, un Cobosissime, une réédition, un album de la semaine. tout à fait. C'est Merci vrai? Pépé. C'est Ben nous oui, qui bien te sûr. remercions dans tous les cas. C'est vraiment très, très sympa. Voilà, ça allie comme ça, vous voyez. Donc,
toutes les semaines, on fait monter la pression autour de l'éditorial de ce live. Donc, on tient absolument à faire venir un maximum de gens. Donc, Marc, maintenant pour la musique. Maintenant, dans 15 minutes, on va parler à Monsieur Leporcher qui travaille chez Ellipson. Donc, on pourra parler cette fois-ci d'enceinte, d'audio, d'une marque française. Donc, c'est super important. Donc, on essaie de construire comme ça toutes les semaines une émission. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous sommes là tous les jeudis à partir de 18h30 jusqu'à peu près 19h50 avec comme ça des questions du chat également quand j'ai le temps de les choper et en même temps dans le chat, les équipes de Cobuzz et de sonvideo.com répondent directement dans le chat à tout ce que je ne peux pas voir moi passer parce que je dois animer et parler avec les pipettes pendant que Monsieur Leporcher se prépare pour intervenir vers 19h20. Je voulais venir moi sur une question qui fait partie des questions récurrentes de la plupart des gens qui nous regardent et nous voient avec passion tous les jeudis. La question est la suivante. Quel conseil pour profiter pleinement de ma musique en bonne qualité, en mobilité? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux façons de voir la mobilité. Il y a une mobilité dans une ville et une mobilité, par exemple, à la campagne où vous n'avez pas beaucoup de bruit. Alors, ce n'est pas du tout le même délire, j'allais dire. Hein. La mobilité, il faut d'abord, dans les deux cas, une source. C'est-à-dire, avec qu'est-ce qui va diffuser votre musique? Alors, bien sûr, si vous voulez que ce soit un smartphone, ben, ça sera un smartphone. Mais dans ce cas-là, vous avez soit une sortie mini jack dont on n'est vraiment pas sûr des résultats par rapport aux amplis qui sont à l'intérieur, soit c'est du Bluetooth. Et le Bluetooth, le son sera exactement le même, que ce soit le smartphone A, B, C, D, X, Y, Z, puisque le Bluetooth, c'est une norme invariable, entre guillemets, de certains types de codecs audio qui auront, entre guillemets, un débit qui correspond au AAC, au SBC, à la PTX, la PTX HD ou bien LDAC. Et par rapport à votre fichier, par rapport à votre type de smartphone, par rapport à votre type de casque, vous allez avoir comme ça des niveaux de qualité. Moi, c'est surtout chez nous en tournure, quand on me pose ce genre de questions qui revient tout le temps, je ne saurais trop vous conseiller, si vous le pouvez, attention, c'est vraiment la considération financière à prendre autour de tout ça, si vous pouvez acheter un baladeur et essayer de vous libérer du smartphone pour la mobilité, c'est peut-être pas plus mal. Votre baladeur ne va pas sonner, votre baladeur n'aura pas de notification, votre baladeur c'est un univers à part. Si vous voulez vraiment être dans le nomadisme, il faut vous dire que vous rentrez dans un autre univers, dans une bulle audio. Le smartphone vous tient encore connecté au monde extérieur. Donc, si vous pouvez, il y a des baladeurs qui existent, vous regardez chez sonvideo.com, il y a plein de trucs, des trucs chez Fio, il y a des trucs à tous les prix, il faut le savoir, on parlera bientôt d'autres petits baladeurs chinois dans des grands déballages sur sonvideo.com qui vont arriver, j'aurais dû les avoir à côté de moi, j'y penserai la semaine prochaine. Donc, il y a plusieurs trucs qu'on pourra faire avec des produits qui sont entre 150, 200, 300, bien sûr, on peut aller vers 400, 500, 1000, 1200, 1500 euros, 2000 euros avec les Aston Kern, avec les Caïn, avec plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de trucs. Mais globalement, si on peut s'affranchir, si on peut s'affranchir du smartphone pour la musique en toute liberté à l'extérieur, c'est pas plus mal. Alors, le deuxième truc, c'est soit vous avez besoin d'un casque anti-bruit parce que vous êtes en milieu urbain, soit vous vous dites je veux aller à la campagne, profiter de la musique en mobilité. Dans ce cas-là, ça peut être un casque ouvert pour écouter les oiseaux. Hein. Mais si vous êtes en mobilité et que vous avez besoin d'un casque anti-bruit, il faut taper sur un Sony XM3, un truc comme ça, quoi, un truc qui est en même temps un son correct, voire très bon, et en même temps une réduction de bruit pour vous permettre d'avoir comme ça une mobilité confortable. Sinon, vous allez vers le Bose 700, le Bose QC35, qui sont des produits qui ont une grosse réputation parce que le son est bon et la réduction de bruit est bonne. Donc, pour moi, vous voyez différents niveaux de mobilité. Le mot veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en fin de compte. Votre désir de confort à l'extérieur, de toute façon, la hi-fi dite traditionnelle, c'est de la hi-fi qui est plutôt domestique. On a du mal à exporter l'expérience de deux enceintes Ellipson avec une électronique pas possible dans un casque à l'extérieur, à moins qu'on tape sur un super baladeur avec un Sennheiser HD 800 qui est un casque ouvert qui va vous donner quelque chose d'assez particulier, mais vous ne retrouverez pas tout à fait la même chose. La mobilité de la hi-fi pure, je veux y croire, mais je me dis qu'on ne peut pas toujours l'obtenir au sens où vous l'entendez peut-être. Par contre, on peut arriver à des niveaux d'excellence qui sont quand même assez fabuleux maintenant en mobilité grâce aux baladeurs, grâce à certains casques fermés ou ouverts, qui ont fait des progrès absolument dingues, parce que les fabricants ont vite compris que les gens voulaient s'évader justement du système hi-fi traditionnel et pouvoir aller vers l'extérieur. On en parlait tout à l'heure justement avec monsieur
avec Monsieur Le Porcher, de tout ça, de ce que pense justement une grande marque autour de l'audio en nomadisme. Alors, il y a une autre question, que je voulais faire des monologues parce que c'est des questions qui sont posées toutes les semaines, donc je tenais un peu à y répondre, et c'est très important, c'est l'équipe justement de Cobos qui m'a fait cette sélection, ainsi que l'équipe de sonvideo.com. Un casque studio est-il préférable à un casque hi-fi? Alors d'abord, il faut définir ce qu'est un casque studio, parce que si on parle aux fabricants, ou même aux gens qui sont ingénieurs du son. Il y a quelquefois des ingénieurs du son et des artistes et des fabricants qui lancent des casques, donc un casque qu'ils considèrent comme un casque hi-fi ou un truc comme ça, qui sont également utilisés en studio parce que le son est bon. Il y a des modèles AKG qui sont parfaitement hybrides, bivalents, et au passage, je m'excuse pour la qualité actuellement de mon image. Nous sommes pour la plupart tributaires actuellement des hauts et des bas de la 4G, parce que moi je n'ai pas la fibre actuellement, est en panne, donc vous allez avoir une image qui est oscillante de mon côté. J'espère qu'il n'en sera pas de même pour Monsieur Le Porcher, mais veuillez nous excuser pardon, pour la qualité technique du live. On fait tout ce qu'on peut, mais c'est très compliqué d'avoir un réseau 4G fixe avec un très bon débit en ce moment. On fait, on fait avec. Donc pour le casque studio, le casque hi-fi, est-ce qu'on considère le Sennheiser HD25 comme un casque studio? Plusieurs vous diront non, c'est un casque pour la prise de son, pour les régies télé. Il y a des mecs qui vous diront oui, ça peut être utilisé à la prise de son en studio également. Il y a vraiment plusieurs écoles. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que moi dans ma carrière, j'ai été dans plusieurs studios d'enregistrement, j'ai rencontré plusieurs confrères, j'ai jamais vu un mec être tout à fait d'accord avec l'autre. Il y a toujours, à un moment donné, il va dire oui, alors moi c'est un matériel qui est grand public, mais je m'en sers en mixage parce qu'il est vachement bien. Et tu as des mecs qui justement vont mixer quelquefois avec des casques peut-être plus grand public et plus hi-fi grand public, pour justement ne pas avoir un casque absolument d'exception et se mettre directement, scorer les gens avec une bonne qualité chez eux. Il y a plusieurs écoles autour de ça. Et je pense qu'il y a des très bons casques chez Beyer Dynamic, les DT 990 ou des Pro ou des trucs comme ça qui peuvent servir en mastering et à la prise de son des voix en radio et à la fois en hi-fi chez soi. Répondre à la question de façon ferme, c'est extrêmement compliqué puisque moi en radio, j'avais toujours du Beyer, que ce soit à Énergie ou bien à RMC, j'avais du Beyer, j'avais quelquefois du Shure, qui était également bon pour le mastering, qui était également bon pour l'hi-fi, qui était également bon pour la prise de son des voix. Donc, j'ai un conseil par contre, tapez dans les grandes marques. Ça c'est clair, taper dans les marques historiques qui ont toujours fait des casques pour le secteur professionnel, et des casques en même temps pour le grand public, donc les Sennheiser, les AKG, les Beyer, qui sont des marques qui sont utilisées en secteur pro, enfin moi que je vois utiliser en secteur pro par des confrères en télé ou autres. Donc essayez de taper sur ces marques-là qui sont en général à la fois bonnes en prise de son et à la fois bonnes en, je ne vais pas dire en mot hi-fi, mais en quelque chose de très très vivant au niveau de l'écoute. Voilà, ça c'est ma réponse. On pourra y revenir parce que, évidemment, ma réponse, comme elle est celle qui est une sorte de truc hybride entre tout ce que, entre le fait que personne n'est vraiment d'accord dans la profession, dire ça c'est un casque monitoring, et ça c'est un casque hi-fi, ça c'est un casque de bonne qualité. Moi, je suis pour des expériences un peu différentes. Je suis un mec un peu plus cool que ça et j'aime pas foutre une étiquette sur un casque en disant celui-ci, il est uniquement pour le monitoring. Non, tu as des casques qui peuvent servir différemment et de monitoring à chez toi. Ça, sans aucun problème. Alors, je pense à Beyer notamment, à Beyer Dynamic, qui est une excellente marque de casque, et Sennheiser qui fait des casques vraiment très très larges dans leur spectre, ou AKG qui fait des casques en secteur pro, en secteur grand public. C'est des marques qui sont des valeurs sûres. Et il y a des modèles qui sont annoncés comme monitoring qui peuvent servir à toutes les cas de figure, mais en général pas en nomadisme. La plupart sont ouverts. Ils ne sont pas des casques fermés, sachez-le. En monitoring, on fait rarement du casque fermé. Moi, j'ai toujours travaillé avec. Voilà, c'est comme on veut. Mais voilà, vous avez une partie de mes commentaires. Dans maintenant 4 minutes, on va aller voir Monsieur Le Porcher, qui travaille depuis un petit moment chez Ellipson pour nous parler de la marque. Parce que j'ai des tas de questions à lui poser, cette marque emblématique française, sur le design, la conception, l'ancienneté de cette marque. Je vais poser des questions pour savoir également pourquoi ça fait un moment on les a vus à l'ORTF, quel est le lien entre Ellipson et toutes ces grandes entités, radio, télé ou autres, puisqu'il y a une grosse histoire autour de ça. On me demande un petit mot sur Audiocom, mais je n'ai pas grand-chose à dire sur Audiocom. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Il y a des fois, je n'ai pas la réponse à tout, sachez-le. Donc, dans ce cas-là, je préfère ne dire rien, rien dire du tout en français. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur vidéo.com répond en même temps sur Ifiman, qui est en effet une marque que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas tellement utilisée en secteur professionnel ni en mastering. Donc, il y a des trucs qui passent actuellement dans le chat. Sur les baladeurs, donc le M15, en effet, si vous pouvez l'avoir pour le son à l'extérieur, c'est bien. L'Utopia, pour l'accompagner, il faut un gros baladeur. Il faut de la Stellanker, ou à mon avis, le M15 peut accompagner l'Utopia. Vous avez également
Voilà, le Beyer Dynamic 770, qui est un excellent produit qui peut servir à beaucoup de choses. Donc, c'est le débat. Le débat a toujours existé dans cette profession entre les enceintes ou les casques dits de monitoring et ce qui est, entre guillemets, domestique. Je crois qu'on ne pourra pas changer ce débat. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à prendre des marques qui fabriquent pour les deux univers. Et parce que ce qui est utilisé en recette pour le matériel professionnel est en général appliqué également pour le grand public. C'est tout simple, c'est pas compliqué. C'est les ingénieurs travaillent de la même façon pour non pas donner une signature, mais pour avoir des bureaux de recherche et développement qui sont en général communs. C'est la même chose en télé avec Sony et Sony Professionnel. Ils travaillent ensemble pour avoir un niveau de qualité qui correspond au secteur pro et au grand public en haut de gamme. C'est pas plus compliqué. Bon, dans tous les cas, puisque les questions sont à peu près répondues, j'en vois passer, mais l'équipe de 122.com a la gentillesse de répondre aux questions. Le Sennheiser HD 599, je ne le connais pas, celui-ci. Donc, merci de répondre. Je ne sais pas si Monsieur Le Porcher est disponible. Je vais le prendre tout de suite parce que je pense qu'on a beaucoup de questions à poser à Jean-Yves. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Pépé. Oui, je suis disponible. J'ai été très attentif à la chronique de Marc. Et je suis moi-même un passionné de musique électronique et notamment de Rhône. Donc, merci à Marc. C'était passionnant cette chronique. Et vivement demain pour l'album de Dr. Dre. Bah, franchement, et puis bon, Rhône c'est un univers, c'est au-delà de la musique, c'est un univers fabuleux. Absolument. Donc, bon, alors, Monsieur Le Porcher, moi je vais vous voyer parce que j'ai envie, comme ça, parce que ça me fait plaisir. Ah bon, je tutoie tout le monde me dit, tu tutoies tout le monde, c'est horrible. Moi, ça me va bien comme tutoie, hein, parce que déjà, en plus, j'ai la barbe qui pousse avec le confinement, donc si tu me vois, je vais vraiment me sentir. À mes yeux, tout le monde a 20 ans, comme moi, donc je ne vois pas où est le problème. Dans tout le cas, bon, Alors, Jean-Yves, tu vas te présenter aux gens qui nous regardent et nous écoutent. Rapidement, donc je suis designer industriel depuis 30 ans. J'ai dessiné beaucoup de produits, des jouets, j'ai créé des événements, enfin j'ai fait beaucoup de choses en plein de domaines, des logos. J'ai travaillé pendant quelques temps pour une jolie marque d'enceintes acoustiques basée à Saint-Étienne. Et en 2008, quand... Tu peux la nommer, hein. C'est Focal. Et en 2008, quand AV Industries a repris la marque Ellipson qui allait plus bien du tout, Philippe Carré m'a demandé de le rejoindre et de l'aider à relancer cette marque, à la faire ressusciter, à créer des nouveaux produits. Donc moi, mon travail chez Ellipson, c'est designer les nouveaux produits, mais également les faire exister dans des expositions. On fait des partenariats avec des créateurs haute couture. Enfin voilà, on fait vivre cette marque pour qu'elle puisse se diffuser de plus en plus. Et maintenant, elle existe à peu près dans tous les pays du monde. Enfin, on est disponible à l'international. Et puis, on a aussi monté une unité de production en France, mais ça, on en reparlera. Voilà. Donc, mon métier chez Ellipson, c'est le design de nouveaux produits, essentiellement, et c'est mon métier depuis 30 ans maintenant. Écoute, c'est merveilleux, tu es vraiment l'homme de la situation. Alors moi, je vais te poser une question tout de suite. On va partir du principe que peut-être tout le monde ne connaît pas aussi bien que toi cet univers entre ces marques françaises, Focal, Ellipson. Est-ce que toi, tu peux nous dresser un peu le portrait d'Ellipson et nous dire déjà, est-ce que c'est une marque qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Parce que je l'entends parler. Alors, on fêtait les 80 ans de la marque il y a 2 ans. C'est une marque qui s'est créée en 1938. Alors, elle ne s'est pas tout de suite appelée Ellipson. D'abord, elle s'appelait Multimotor. C'était une usine qui fabriquait des moteurs. Et donc, 1938, c'est la date de la création de l'entreprise. La marque Ellipson est un tout petit peu plus jeune, mais à peine, hein. Donc, on parle d'une très ancienne marque qui a été beaucoup portée par un personnage charismatique, inventif et créatif qui est Joseph Léon. Donc, c'est vraiment Joseph Léon qui a permis de développer complètement cette marque. Et à l'origine, Ellipson avait été sollicité pour justement équiper des grands ensembles. Alors c'est pour ça qu'on parle de l'ORTF et on y reviendra, le château de Chambord, etc. Et ce qui est fascinant dans la marque Ellipson, enfin moi ce qui m'a fasciné dès le début, depuis que je connais cette marque depuis longtemps, c'est que la forme est au service du son. Donc les formes un peu étranges qu'on voit... la boulasse. La boulasse, la sphère, moi je préfère dire sphère, je trouve que c'est plus joli que boule. Parce que je suis un déconneur. Ok, donc les sphères et les espèces de grandes oreilles qu'on a pu voir sur des produits qu'on a réédités récemment, d'ailleurs BS50. En fait, toutes ces formes élaborées par Joseph Léon avaient pour vocation de diffuser le son. Il
faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on parle de 1938, 40, donc on parle d'une époque où les matériaux et les technologies n'étaient pas aussi développées que maintenant. À l'époque, quand tu voulais diffuser un son un peu plus à droite, un peu plus à gauche, tu ne pouvais pas bidouiller dans les composants électroniques. Donc, Joseph Léon fabriquait des grandes formes, des grandes oreilles, des sortes de cônes, un peu comme des trompettes. Il s'est beaucoup inspiré du registre de l'instrument de musique pour diffuser le son plus fort, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas forcément le pousser plus fort au niveau électronique. Donc ça a donné toutes ces formes incroyables que beaucoup d'entre nous, je pense, connaissent. Donc ces sphères avec ces grandes oreilles en plâtre. Et ça a vraiment donné ce patrimoine formel à la marque. Donc la forme au service du son, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire perdurer aujourd'hui. Mais c'est fou parce qu'en fin de compte, avec ce que tu me dis, il y a d'ailleurs un grand déballage sur la chaîne YouTube sansvideo.com où justement un reportage a été fait chez Ipson directement. C'est qu'au premier coup d'œil, à moins qu'il y ait eu des imitations, on reconnaissait tout de suite la marque. C'était vraiment le saut d'avoir cette forme. Et justement, tu parlais de l'ORTF. Dans les studios, je crois qu'il y avait même des journaux télé qui avaient ça en régie. Absolument, oui. Oui, j'invite d'ailleurs ceux que ça intéresse sur le site d'Ellipson. On a une zone historique parce qu'on a une vraie belle histoire, donc on la revendique. Et on voit justement des images incroyables. On voit Patrick Poivre d'Arvor, on voit des présidents de la République en noir et blanc devant des enceintes Ellipson. Donc ouais, c'est une belle marque avec une belle histoire. D'accord. Et en effet, ce qui est intéressant par rapport à ton discours, c'est que ce que tu nous dis, il faut que les gens comprennent bien, c'est que ces formes, c'est pas uniquement des formes, c'est que c'est vraiment une réalité acoustique. C'était pas pour faire joli ni œuvre d'art, tu vois. C'était pas. Non, ça absolument. qui était important. Absolument. Bon, je pense que chacun sait, enfin les gens qui s'intéressent un peu aux enceintes, on sait que le parallépipède, c'est la pire forme possible pour une enceinte, puisque c'est une sorte de boîte avec des effets de ping-pong à l'intérieur qui sont un cauchemar au niveau acoustique. En Donc général, toi, tu arrives. Pardon. Excuse-moi. Non, Je je t'en voulais prie, juste dire, voilà, en général, les enceintes sont des colonnes parallépipédiques, parce qu'en menuiserie, c'est plus simple de prendre 6 planches et de les assembler. Mais en réalité, et c'est en ça que Joseph Léon a été particulièrement visionnaire et courageux, c'est qu'en réalité, les formes organiques, les sphères, les courbes, sont bien plus propices pour fabriquer des belles enceintes. Mais c'est beaucoup plus compliqué. À l'époque, dans l'usine d'Ellipson, il y avait des dizaines et des dizaines d'employés qui ponçaient le plâtre, c'était fait en staff, donc c'était vraiment des vieux matériaux chargés en fibres avec des finitions crépies. Donc on est vraiment dans du design ultra vintage. Et donc il y avait vraiment des gens dont le métier était de transformer cette matière pour faire ces sphères, ces œufs, ces religieuses, enfin toutes ces formes incroyables qu'on a pu voir dans l'historique d'Ellipson. Ce qui est fou, c'est que ces enceintes, elles sont à la fois acoustiquement intéressantes, elles ont également fini dans tous les musées d'art contemporain et on les voit partout. Je veux dire, c'est dans le monde entier. Moi, j'ai vu des expositions avec les Ellipson quand je voyageais dans les reportages. C'est ça qui est dingue. Donc toi, tu es là-bas maintenant depuis 12 ans. Ouais, 2008, enfin 2009. 2009, depuis 11 ans. Alors toi, ton rôle, par exemple, est-ce que tu peux nous dire, quand tu es arrivé, tu étais devant un constat d'un certain design, une certaine idée. Qu'est-ce que tu as pu apporter à Ellipson? Est-ce que tu as épousé ce qui existait déjà ou tu as essayé d'être un peu révolutionnaire et les secouer un petit peu, les bouger un peu? C'est un peu les deux, c'est un juste équilibre qu'il faut trouver. Quand tu arrives sur une marque comme Ellipson, en plus tu arrives dans les traces de personnages qui sont quand même ultra talentueux. Donc déjà, tu te dois d'être modeste. Donc tu dois déjà regarder ce qui a été fait, comprendre pourquoi cette marque est si incroyable et emblématique. Moi, j'avais déjà travaillé sur d'autres relances de marques comme ça, donc c'est un exercice que j'avais déjà un peu pratiqué. Et déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toutes les archives. On a regardé tout ce qui avait été fait, on a essayé de comprendre le parcours de cette marque. Et c'est vrai que ça nous est paru assez évident dès le départ avec Philippe, l'équipe qui travaillait à l'époque et qui est encore pour une grande partie là aujourd'hui. On a vu que la sphère était vraiment l'ADN de cette marque. Donc c'est pour ça que le premier produit qu'on a réédité, il a fallu un petit peu de temps parce que la marque était en faillite, donc il a fallu la reprendre, il a fallu refaire des produits. Donc le premier produit qu'on a réédité, c'est la planète L, qui est donc cette sphère de 29 cm de diamètre avec la grille métallique devant, etc. Iconique, vraiment iconique. Merci. Et donc ça, c'est le tout premier produit qu'on a travaillé, qu'on a redessiné pour vraiment annoncer le renouveau de la marque, mais avec des finitions beaucoup plus modernes. C'est quand même une marque qui est ancrée dans son époque et dans l'avenir.
Donc aujourd'hui, on regarde vers l'avenir, mais on n'oublie pas notre héritage, notre patrimoine formel. Et donc on essaye toujours, en proposant des produits ultra modernes comme la W35, sur On va en laquelle parler. voilà. Il faut en parler Bon, de voilà, ce produit. voilà, on va en parler, mais je veux dire, on essaye toujours d'être dans notre époque et on regarde vers le futur, mais en respectant et en s'inscrivant dans une démarche d'héritage. Donc avoir un socle quand même où on C'est ça. reconnaît l'ADN, mais on est quand même une marque dans le temps et on est une marque qui vit en 2020. Est-ce que justement tu peux parler de la W35 qui est un produit moi que je trouve assez bluffant et inattendu d'ailleurs par rapport, non pas le design, mais la façon dont vous l'avez conçu, c'est assez fou. Tu peux en parler un petit peu Alors, s'il te oui, plaît? bien sûr, la W35, c'est un produit qui est né d'une impulsion d'un insight de Philippe Carré, le PDG. Il y avait justement besoin, jusque-là, on travaillait des produits vraiment résolument hi-fi, avec un aspect un peu lifestyle, donc la planète, mais aussi des produits plus traditionnels comme les colonnes Prestige, par exemple. Là, il y avait vraiment la volonté de travailler un produit multi-room, Wi-Fi, connecté. On trouvait qu'il y avait des gens qui étaient un peu trop tout seuls en France sur ce créneau, donc on voulait aller les chatouiller un peu. Oh les gars. Mais on voulait le faire à notre manière. Et du coup, on a évidemment, alors c'est étonnant parce que quand on a fait les premières recherches, on a fait plein de croquis, plein de designs avec toutes sortes de formes. Et puis finalement, au bout de quelques mois, s'est imposée la sphère parce qu'en réalité, on est revenu un peu aux sources. Mais on a vraiment essayé de la travailler de manière très moderne dans le choix des matériaux et même dans l'approche design en faisant un objet extrêmement simple, parfaitement pur. Hein. Si tu passes ta main sur la W35, c'est une sphère quasiment parfaite. C'est l'étoile de la mort ton truc. Ouais, alors beaucoup de gens nous ont dit ça. Bon, pourquoi pas. C'est l'étoile de la mort, sincèrement. Mais Voilà. j'aime bien, en même temps, je veux dire, le produit. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, bah là, voilà, il se passe un truc. Et c'est quand j'ai vu les caractéristiques techniques où justement on a mélangé cette histoire de sphère, de la façon dont vous l'avez faite avec ce qu'il y a dedans. Donc vous avez réussi à faire un truc qui était à la fois dans la philosophie et tout à fait actuel. C'est ça qui Absolument. est fort. Alors, c'est un vrai défi technologique. Hein. Une enceinte comme la W35, donc ça fait 35 cm de diamètre. Là aussi, on s'est inspiré du patrimoine de la marque. La BS50, c'est une boule en staff de 50 cm. Donc, on a essayé aussi, même dans le nom du produit, de respecter je dirais la génétique de la marque. W35 pour Wireless 35, donc c'est une enceinte Wi-Fi qui marche aussi en Bluetooth. On peut en connecter plusieurs ensemble. Et on a d'ailleurs fait des très beaux partenariats, notamment avec une marque de luminaires française connue dans le monde entier qui s'appelle DCW. On a mixé des sphères, des luminaires en forme de sphère avec la W35. Et ça, c'est un produit qui a beaucoup de succès chez les gens, mais aussi dans les lieux publics, puisque du coup, on peut en brancher plusieurs et animer un bar, un restaurant. Si tu l'as écouté, tu as pu voir aussi que c'est une étoile de la mort avec un son de la mort, hein, puisque ça envoie quand même. Donc c'était la volonté un peu de ce produit, c'était de proposer une vraie puissance. Voilà, on est sur un produit qui est stéréo. Hein. Il y a deux tweeters de chaque côté, enfin un tweeter de chaque côté et deux enceintes de médium et aussi pour le grave, mais qu'on peut coupler. Donc si tu en achètes deux, tu peux te faire une vraie installation stéréo. Alors on n'est pas dans du matériel hi-fi, évidemment, on n'est pas dans de l'enceinte des grandes colonnes comme la Legacy, les Prestige, etc. Mais on est quand même dans un son qui, compte tenu de la taille, est quand même assez étonnant et de très belle qualité. De toute façon, qu'on soit clair, et de toute façon, tu n'es pas obligé de répondre à ce que je vais dire, il y a des marques, plusieurs, qui ont réagi à ce que faisait De Vialet. Tu n'es pas obligé de dire oui ou non, moi c'est mon avis. Je pense que De Vialet, ça a titillé tout le monde, ça a motivé tout le monde avec, voilà, nous on va faire également quelque chose pour entre guillemets, non pas les contrer, mais pour leur faire concurrence à moins cher. Je pense que l'idée était là. Moi, ce qui m'intéresse avec ton interview, c'est de savoir actuellement, bon, tu m'as parlé de W35, que tu dises un petit peu aux gens dans la gamme, les gens, est-ce que tu as une idée, toi ou pas, du ticket d'entrée? Parce qu'on s'imagine quelquefois toujours que Ellipson, c'est quelque chose qui est obligatoirement cher. Toujours cher, parce que c'est des enceintes qui ont un passé, une histoire, une philosophie. Tu as un peu des idées pour renseigner les gens autour de ça? Alors, Ellipson, c'est pas forcément cher. Par contre, Ellipson, c'est forcément bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on Oui. ne fait pas de compromis sur la qualité, ni du son, ni des matériaux. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, d'un produit qu'on a créé en partenariat avec Habitat, qui s'appelle le Lenny, qui est une enceinte qui fait penser un peu à un casque d'escrime. Ouais. On est dans une enceinte Bluetooth. Alors, on est, voilà, de mémoire, je ne sais plus à combien on est aujourd'hui, mais je pense qu'on est aux alentours des 200 €, on va dire. Donc, on est clairement pas la moins chère des enceintes Bluetooth, mais c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de compromis sur le son qu'on n'a pas voulu faire.
Mais donc on veut quand même que les produits, même les produits les plus abordables en prix, soient toujours irréprochables en termes de qualité sonore, compte tenu du prix évidemment. Donc en fait, le ticket d'entrée chez nous, ça va être, oui, dans les 200 € pour le Lenny, qui est un produit nomade pour écouter du son en Bluetooth. Mais sinon, tu peux avoir déjà une très belle installation, une paire de planètes. C'est ce que j'ai à la maison, là, juste, je regarde par là parce qu'elles sont juste là. Une paire de planètes et un Music Center. De mémoire, je ne connais pas bien les prix, moi, parce que je travaille plus sur le design, mais on est quand même dans des enveloppes abordables. Une paire de planètes, ça va coûter, suivant la taille, entre 400 et 600 €. Un Music Center, un bundle complet, c'est, je sais pas, aux alentours des 1000 €. Donc moi, j'ai souvent des amis qui me demandent conseils, en fonction de la taille aussi de l'espace, en fonction de ce qu'ils souhaitent obtenir en qualité musicale. Le ticket d'entrée, il n'est pas forcément si élevé compte tenu de la qualité, encore une fois. Voilà. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup d'argent, évidemment, mais je veux dire, globalement, tu as une très très belle réponse sonore déjà à ce prix-là. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Music Center revient beaucoup dans les commentaires. Il y a pas mal de gens qui sont vos clients, qui apparaissent et qui donnent des tarifs un peu différents parce que les prix ont baissé par rapport à ce que tu dis, notamment sur l'enceinte Bluetooth. Donc, ils sont en train de donner les tarifs. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette marque parce que c'est vrai qu'elle est emblématique et tu ne peux pas te dire que tu aimes le son, que tu aimes la hi-fi et ne pas connaître une marque comme Ellipson. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui au niveau patrimoine, est important. Moi, ma question, puisque j'ai la chance de t'avoir ici avec nous, est-ce que tu peux déjà nous délivrer quelques idées de modèles sur lesquels tu travaillerais, ou plutôt essayer de me dire ce que tu as pu apporter, toi, on va dire, dans les 2-3 années qui viennent de passer. Est-ce que tu as pu apporter quelque chose dont tu es fier au niveau d'un modèle, au niveau d'un détail, quelque chose que tu as pu, toi, entre guillemets, imposer, qui a été accepté au cœur de la gamme Ellipson? Plus globalement, d'abord, je suis extrêmement fier de travailler pour cette marque, parce que c'est une très belle marque, comme je disais, et il faut vraiment être humble quand tu travailles sur une marque comme Ellipson, parce qu'il y a eu des choses magistrales qui ont été faites avant. Moi, ma plus grande fierté sur tout le travail qu'on a mené, alors c'est toute une équipe, il y a Philippe Carré, il y a Philippe Pénat, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur toute cette marque depuis longtemps, mais c'est vraiment le fait d'avoir réussi à continuer à faire perdurer une vraie belle marque hi-fi, mais également à la désenclaver du monde de la hi-fi, parce que moi, c'est un monde que je connais bien, la hi-fi, mais j'avais envie aussi qu'on puisse amener cette marque dans d'autres domaines, dans l'architecture, dans la culture en général, c'est-à-dire qu'on rende le son plus accessible, mais aussi sur des notions d'esthétique. Il y a un mot que tu connais peut-être dans le marketing du design du son, qui est le WAF, je ne sais pas si ça te parle, le WAF, qui est le Wife Acceptance Factor. Donc c'est un phénomène qu'on connaît tous, c'est qu'en général, la hi-fi est un domaine plutôt masculin. Donc c'est en général les hommes qui se font plaisir et qui choisissent une belle paire d'enceintes. Et évidemment, elle va trôner dans le salon, et donc il y a une discussion qui s'engage avec la personne qui partage leur vie en général. Et donc nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire quand on a travaillé sur les nouveaux produits de la marque, y compris ce qu'on a fait sur la platine vinyle, c'est vraiment de permettre aussi à des gens qui aiment les belles choses ou les choses qui ne sont pas forcément hyper high-tech, hyper audiophiles, d'accéder au son. Donc je dirais, moi c'est ce que j'essaie de faire depuis 11 ans maintenant, c'est vraiment de faire des produits qui soient respectueux de l'ADN, mais qui soient contemporains et qui soient... c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de succès dans des hôtels, on a fait un très beau partenariat avec l'hôtel de Crillon, etc. C'est qu'on a des produits que tu peux mettre dans un bel environnement. D'accord. Est-ce que tu peux me parler d'une enceinte, je ne sais pas, je pense que c'est chez toi, Prestige 34F. C'est chez toi, ça, Prestige 34F? Oui, c'est chez nous. Alors, il y en a beaucoup de questions autour de ce produit. Moi, je ne le connais pas personnellement, celui-ci. Alors, je pourrais forcément moins bien en parler acoustiquement que Philippe Pénat, qui est le directeur acoustique de la marque, mais en tout cas, en termes de design, ce qui est certain, c'est qu'on a senti qu'il y avait quand même si nous, on travaillait des sphères, des formes un peu atypiques, il y avait quand même une vraie attente et une vraie demande d'enceintes colonnes plus traditionnelles, d'autant qu'il y avait un très bel historique aussi chez Ellipson, donc c'était légitime qu'on aille sur ce segment. Donc on a décidé de relancer des enceintes dites colonnes, donc c'est des enceintes plus traditionnelles dans leur géométrie, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et c'est un très beau succès, vraiment c'est un très grand succès même, parce que justement on a essayé de dessiner un produit qui soit une colonne, mais avec des ingrédients design. On a une très belle face avant laquée, on a un travail de facette qui a été fait autour des haut-parleurs pour vraiment essayer de diffuser le son et de donner une vraie identité à ce produit. Donc voilà, c'est une gamme qui est large. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits dans cette gamme, parce que justement on veut pouvoir répondre à différents niveaux de prix et à différentes utilisations. Il y a pas mal de gens qui utilisent la
la gamme Prestige en système de home cinéma. Donc, qui se met une voix centrale, deux grandes colonnes de côté, des voix arrière. On a même un système Dolby Atmos pour avoir le son qui se répercute sur le plafond, pour avoir une vraie sensation d'immersion. Donc, c'est une gamme qui est très large aujourd'hui, la gamme Prestige. Mais qu'on soit clair sur toi, sur ton boulot, ton taf, tu travailles sur tout type de produit. Tu n'es pas attaché, par exemple, aux colonnes, un truc comme ça. Tu travailles sur tout, toi. Ah oui, absolument, absolument. Mais si je cite aussi les autres personnes qui travaillent chez Lipson, c'est parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Ah, mais je comprends, au contraire. Voilà, c'est ce qui rend d'ailleurs passionnant, parce que moi je design d'autres objets pour d'autres clients. Quand je travaille pour Lipson, ce que j'adore, c'est qu'il faut vraiment que le design soit au service du son. C'est vraiment un travail qui se fait à plusieurs mains, donc ça rend le sujet encore plus passionnant. D'accord. Non, mais vraiment, de toute façon, l'interview est passionnante parce que vraiment, on a besoin de connaître un peu les coulisses parce qu'avec toi, on a les coulisses, on a la partie vidéo justement du reportage que j'ai eu la chance de faire sur place qui donnait une portion de l'usine, mais on n'avait pas entièrement, la partie design n'était pas entièrement abordée, elle est montrée. Mais grâce à toi, on saisit un petit peu le truc qui, moi, me fait plaisir à entendre, c'est d'arriver à se dire, on garde l'héritage du passé, mais on avance quand même, mais on n'oublie pas qui on est. Bien sûr, surtout que la façon d'écouter la musique a complètement changé. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui écoutent la musique directement en numérique depuis leur smartphone. Il y a aussi le regain pour le vinyle, qui est un regain, je pense, pour le son très particulier du vinyle, mais également pour le rituel autour du vinyle. Je pense que la plupart des gens qui ont acheté des vinyles, c'est pour le plaisir de l'objet, de la grande couverture, de la grande jaquette, de tout ce rituel qui consiste à nettoyer ton vinyle. Ça oblige, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs à propos des baladeurs qui ne sont pas des smartphones, ça oblige à une sorte de moment un peu sacré. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais moi qui suis passionné de musique, je trouve qu'il est juste. Moi, j'aime m'octroyer des moments juste pour écouter de la musique. Oui. Je pense que le vinyle, en fait, permet ça plus facilement finalement parce qu'il t'oblige à un certain rituel. Voilà. Concentration. Il y a aussi des gens qui achètent les platines et qui achètent les vinyles pour décorer. C'est-à-dire que l'objet est tellement iconique, même chez les jeunes, j'ai des jeunes autour de moi à 25 ans, ils prennent le truc, ils vont à la FNAC, ils choisissent le Lycravis ou un truc comme ça, ils le mettent à côté d'une platine vinyle dans un intérieur et tu as un cachet immédiat avec la grande pochette, et même s'ils ne l'écoutent pas. Donc ça devient un objet de décoration aussi que ne pourra pas être, à mon avis, le CD audio. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez Ellipson, c'est que l'objet sonore soit un compagnon. C'est qu'il y ait une présence. Là, encore une fois, je montre mes planètes, parce que moi, j'ai une paire de planètes que j'ai posées sur des billes de chêne brutes. Et je sais pas, c'est réconfortant, c'est une espèce de présence bienveillante. En plus, le son d'une bonne enceinte, c'est quand même vraiment quelque chose d'inimitable. Donc on essaye de faire des compagnons sonores avec une jolie réponse sonore et une forme qui raconte quelque chose, quoi. Oui, alors tu sais que on va normalement arrêter ce live dans quelques minutes. Avant que tu t'en ailles, est-ce que tu peux ou tu ne peux pas essayer de nous dire un peu sur quoi tu travailles, ou est-ce que tu es un petit peu en break actuellement? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours importants pour cette année à venir? Je sais très bien qu'actuellement on vit une période un peu particulière, extrêmement douloureuse, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu bosses actuellement? Oui, bien sûr. De toute façon, on travaille sans arrêt. Hein. C'est vraiment un travail permanent. Oui, mais sur quoi? Alors là, on travaille sur on a lancé récemment une gamme que tu as peut-être vue qui s'appelle Legacy, justement, donc héritage. Ah bah oui. Donc on travaille, là j'étais encore ce matin en train d'apporter des derniers aménagements design à une voix centrale pour cette gamme. Donc une très belle voix centrale. On est très content du résultat des premiers protos qu'on a pu voir. Alors évidemment, on ne travaille pas tout à fait comme d'habitude, puisqu'on est obligé de s'adapter effectivement avec le confinement, mais ça avance bien. Évidemment, on va retourner un petit peu vers l'extérieur de la maison, parce qu'on avait commencé ce travail avec la Lenny, qui a été un très grand succès. On aimerait bien amener des enceintes avec une plus belle réponse hi-fi, j'en dis pas plus, mais une plus belle réponse sonore dans les jardins, sur les terrasses, etc. Les modèles pour extérieur qui coûteront une blinde, c'est bien vu. Voilà, alors je ne sais pas s'ils coûteront une blinde, on va faire en sorte qu'ils restent accessibles. Je vous connais les gars. Et voilà, et donc il y a beaucoup de projets dans les tuyaux parce qu'il faut sans arrêt se réinventer, il faut sans arrêt essayer de... il y a aussi des nouveautés qui vont arriver du côté des platines vinyles, donc il se passe beaucoup de choses.
De toute façon, les platines vinyles, vous en avez quelques-unes qui sont très très sympas. Moi, j'en avais vu bien sûr au Sound Days et autres. Il y avait des trucs quand même qui étaient très très cool. Donc, écoute, moi, je te remercie énormément. C'est un plaisir. Pouvoir participer comme ça à ce live, c'était sympa comme ça que tu puisses nous voir et nous apporter toutes tes connaissances autour de cette marque emblématique qu'est Ellipson. La semaine prochaine, on recevra certainement d'autres personnes. Là, il y a 15 jours, il y avait quelqu'un de Focal, donc de ton ancienne entreprise. Sont des marques voilà, qui rayonnent dans le monde. Moi, quand je me balade dans un petit reportage de tel ou tel pays, ben, ça me fait toujours plaisir de voir ces marques dans des magasins de hi-fi ou des aéroports avec des boutiques de son. Et c'est toujours un régal. Merci beaucoup, Jean-Yves. C'était un plaisir. À bientôt. Franchement, super cool. Les gens ont appris des choses et on te dit tous à très, très, très vite. Voilà. On va commencer à se quitter dans peu de temps parce qu'on va se quitter officiellement dans 3 minutes. Donc, vous restez là, Marc, Jean-Yves, pour dire bye bye aux gens. S'il y a encore des petites questions qui arrivent, je veux voir ce qu'on peut prendre parce qu'en même temps, il est un fait que je remercie beaucoup les gens qui bossent avec nous sur sonvideo.com ainsi que sur Cobuzz qui répondent aux questions pendant que nous parlons. Il y a beaucoup de liens qui sont mis, je les vois passer, il y a beaucoup de trucs. Donc, je sais très bien que les gens répondent à tout ça. Donc, globalement, il faut savoir que concernant cette émission, elle a lieu donc tous les jeudis entre 18h30 et 19h45. Il y a des invités. Maintenant, il y aura Marc qui va venir nous faire ses petits coups de cœur de Cobuzz. Marc est le rédacteur en chef de Cobuzz. Et des petites questions qu'on peut prendre autour de l'audio, puisque moi, j'ai répondu tout à l'heure aux questions autour de l'audio. Il y a bien sûr les gens qui parlent du rituel dont on a parlé tout à l'heure et qui confirment le rituel autour du vinyle, la petite brosse, le sortir, le poser. C'est quelque chose qui est à la fois relaxant de le faire et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas avec d'autres moyens d'écouter de la musique. C'est quelque chose qui est complètement différent et beaucoup de gens qui confirment et carrément il y a des gens qui sont jeunes qui confirment que c'est quelque part aussi pour l'objet pour la plupart et qu'ils n'achètent pas toujours les vinyles ainsi qu'une platine pour l'écouter tous les jours. Voilà, donc on fera à mon avis la semaine prochaine, il y a un truc qui se dessine, c'est qu'on va encore parler des baladeurs. Je vais essayer de les classer un petit peu. Je vais essayer de vous faire un petit top des baladeurs entre des produits qui sont à pas cher et des produits qui sont à un peu plus cher parce que les questions, ça n'arrête pas sur les baladeurs. Les baladeurs, vous donnez des idées à la limite d'achat pour transporter votre musique à l'extérieur. Ça, je fais un truc pour la semaine prochaine parce que là, c'est une question sur deux. Donc, voilà. Bon, je pense que Marc ainsi que Jean-Yves sont encore avec moi au niveau audio, je pense. On va les voir tous les trois. Messieurs, l'heure pour moi est venue de vous remercier à nouveau. Merci à toi pour ton prix. Bah écoute, moi, c'est tout le monde. Moi, je ne suis que l'interface, je suis que la personne qui anime pour essayer de vous coordonner un petit peu, les gars, pour que ça parte pas trop en vrille, alors que c'est moi qui pars en vrille en général et pas vous. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Bon, bref, dans tous les cas, Marc, on te retrouve la semaine prochaine avec une sélection d'enfer. Avec plaisir. Que tu veux pas nous dire, mais c'est pas grave. Jean-Yves, bonne chance pour vos designs Merci. et pour vos objets sphériques. Je n'ai pas dit cette fois-ci, je n'ai pas redit, hein, donc vous noterez. Ouais, ce sera ma grande victoire de la soirée, Pépé. Ouais, mais il n'y aura pas parce que je garantis que ça me démange, mais avec une force, je n'ai même pas idée. Hein. Okay. Je vais pas tenir longtemps à pas le dire. Donc, dans tous les cas, merci pour tout ce que vous faites pour cette marque Ellipson et pour le son qui brille dans le monde entier. C'est la fin de ce live animé. Comme vous avez vu, on a fait un level up avec des invités et on aura d'autres invités la semaine prochaine. C'était un véritable plaisir d'animer ce live qui est réalisé donc en collaboration, en joint venture entre Cobuzz qui vend et qui stream de la musique et sonvideo.com qui vous permet de dépenser de l'argent joyeusement en achetant tout ce que vous voulez. De toute façon, les stocks sont pleins. On y va, au les cœurs. Allez, amusez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était un réel plaisir. Semaine prochaine, 18h30, Facebook Live, directement, compte Cobuzz, compte sonvideo.com et il y aura bien sûr les replays après. Car là, tout le monde ne peut pas être là en train de voir nos bêtises. Messieurs, au revoir. Merci. Messieurs, dames qui nous regardez et toute l'équipe technique, et toute l'équipe de Cobuzz, toute l'équipe de sonvideo.com, je vous embrasse. Je vous dis à très 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 vite. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Fin de ce live. C'était un plaisir réel. Portez-vous bien.